Bonsoir à tous et bienvenue pour cette édition spéciale. Nous sommes ensemble jusqu'à 21h. Voici le sommaire de ce dont on va parler pendant 1h30. C'est une histoire française. Vous n'avez pas le monopole du cœur. Vous avez tout à fait raison, monsieur le Premier ministre. Giscard, Mitterrand, Chirac sont les hommes du mois de mai, comme Merck, Sinault ou Fignon appartiennent au mois de juillet. Ces débats d'entre-deux tours racontent nos vies et réveillent nos mémoires. Vous étiez écolier, vous étiez étudiant, vous étiez une jeune maman et vous vous souvenez aujourd'hui quand, où et avec qui vous regardiez sur le poste Telefunken du salon un président nommé Giscard, à moins que vous ne soyez de la génération des écrans plats et que vos souvenirs commencent avec Ségolène Royal. Nous sommes tous des enfants de la télé. Ce sera le 7e face-à-face. En 1974, Emmanuel Macron avait moins 3 ans. Alain Duhamel animait ce premier débat qu'il avait importé des États-Unis. Marine Le Pen finissait son CP. Ce soir, la candidate soutenue par le Front National sera à gauche de l'écran. Emmanuel Macron à droite. Sachez que la gauche de l'écran mène 4-2, que ce côté-là porte chance. Le diable est dans les détails, la nostalgie aussi. Ouvrons ce soir l'album des souvenirs, mais posons-nous la seule question qui vaille. Est-ce qu'un débat fait gagner l'élection? Et pour en parler autour de la table, bonjour à Laurence Ferrari qui a animé le dernier débat et vous Bonsoir, direz Pascal. tout à l'heure, parce que ce qu'on veut savoir, c'est-à-dire lorsque la fameuse anaphore du président Hollande, lorsqu'il l'a faite, et vous êtes la seule, il n'y a pas de plan de coupe, vous êtes la seule avec David Pujadas, il faut bien qui a vu le regard de Nicolas Sarkozy. Vous nous direz comment ça s'est passé. Frédéric Dabi, qu'on salue et qui nous dira où en sont aujourd'hui les derniers sondages. Rachid Arabe, bonsoir. On attend Patrick Poivre d'Arvor qui ne saurait tarder. Qui a animé le débat en 2007 entre Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal. Et nous allons partir tout de suite pour la Plaine Saint-Denis où Loïc Signor nous attend avec toutes les équipes que vous découvrez de CNews. Il y a Antoine Favali qui est chez Emmanuel Macron, Hugues Dago qui sera au QG de Marine Le Pen et donc Loïc Signor, vous êtes Plaine Saint-Denis dans les studios, là où Marine Le Pen vient d'arriver. Ouais, pile à l'heure, Marine Le Pen, même en avance. Son arrivée était prévue à 19h45. Elle est arrivée à 19h37 précisément. Grand sourire sur son visage, même si elle ne s'est pas arrêtée devant les caméras pour parler aux journalistes. Très concentrée certainement, Marine Le Pen qui a pénétré dans ce studio qui se trouve juste derrière moi, direction la loge, accompagnée de son équipe et notamment de son directeur de campagne, David Racheline. Marine Le Pen qui ensuite ira certainement découvrir le plateau, également parler, discuter, dialoguer avec le réalisateur Tristan Carnet, car vous l'avez dit Pascal, cette fois-ci en 2017 pour la première fois depuis 1974. Il y aura ces fameux plans de coupe, ça a été décidé dans la matinée au cœur du CSA avec une réunion entre les deux équipes de campagne et c'est l'équipe d'Emmanuel Macron qui a imposé ces fameux plans de coupe à Marine Le Pen pour plus de modernité, dit-on, dans l'entourage du candidat En Marche qui devrait quant à lui faire son arrivée dans les prochaines minutes. C'était protocolaire comme ça. Marine Le Pen arriverait en première position, en tout cas ici au studio, et Emmanuel Macron devrait faire son apparition dans quelques minutes désormais. On vous prévient évidemment, Pascal. Merci Loïc. Laurence Ferrari, vous étiez il y a 5 ans exactement à la place de nos confrères ce soir et consoeurs qui vont animer le débat. C'est des instants particuliers. Est-ce que les candidats, vous les voyez? Est-ce qu'ils voient les journalistes avant le débat? Sur le plateau, bien avant, 1 heure avant pratiquement là, vous voyez, le débat. Ils visitent le studio avec leurs équipes. Donc moi j'ai un souvenir très très clair de François Hollande arrivant en premier. Mais un François Hollande gonflé à bloc. Il était mais vraiment extrêmement sûr de lui. Il avait le menton très très volontaire. Il a fait le tour du studio très rapidement en disant c'est ok, parfait, aucun quoi. Et il a filé dans sa loge. Après on a salué Nicolas Sarkozy qui est arrivé un peu plus tard sur le plateau. La démarche un peu plus pesante. Il sortait de 5 ans de pouvoir. La charge de l'État et des affaires de l'État pesait très très fort. Et ça c'est ce qu'on dit après ou vous le dites vraiment sur le moment? On le voit. Vous avez l'habitude des sportifs. Vous avez l'habitude des sportifs. Vous voyez bien quand quelqu'un arrive donc vous êtes à dit bloc, tout de suite, et quand quelqu'un a pris la pression, Bon. voilà. Donc déjà là, on s'aperçoit. Ils échangent avec vous, les candidats, évidemment... ou ils sont dans leur monde? Ah non, ils ne se voient pas. Ils se voient qu'au moment. Non, avec vous, avec les journalistes. Non, ils parlent. bonjour, à peine. Voilà, bienvenue sur le plateau. On est heureux que le débat va bien se tenir. Voilà, il n'y a aucun souci. Mais ils ne se parlent eux
que juste aller 2, 3, 4 minutes avant que le générique ne démarre. On parle parfois de détails, alors effectivement ça peut faire sourire, mais les 19 degrés ou les 20 degrés, c'est une réalité, ça? C'est pas un détail pour les présentateurs. La petite anecdote, et ça c'est vraiment anecdotique, c'est que David Pujadas et moi avions des petits chauffages à nos pieds tellement il faisait un froid polaire sur le plateau. C'était le réalisateur Jérôme Robon qui nous les avait offerts, et je vous assure qu'ils nous ont bien servi pendant tout le débat. Il faisait 19 degrés, c'était polaire, et je me rappelle encore ce moment où Nicolas Sarkozy et François Hollande prennent place sur le plateau. Nicolas Sarkozy frissonne, il dit il fait froid ici. François Hollande se tourne vers lui, il dit vous voulez, moi je trouve qu'il fait très bon, voulez-vous qu'on change de place? Oui, ce qui est pas possible. Et tout était dans les champs. Non mais symboliquement. Oui, bien sûr. Pascal, vous comprenez la symbolique. Symboliquement, tout était déjà dit. Et le débat n'avait pas commencé. Et il y avait déjà dans cet échange, je trouve, la couleur de ce qui allait suivre. Est-ce que les équipes essayent de faire pression, clairement, sur vous? Est-ce que vous avez eu le sentiment que... Non, d'abord, on n'a pas de contact avec les équipes. Les présentateurs, ce sont vraiment les staffs de chaque chaîne qui négocient pied à pied. Les 24 heures, 48 heures avant, il y a eu des... C'est très important, les plans de coupe. Oui, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Et nous, pendant l'anaphore de François Hollande, on va y revenir dans un instant, les plans de coupe, ils auraient été assez intéressants. Mais 48 heures avant, il n'y a pas d'échange avec les candidats, on n'a pas essayé de vous... Franchement, il n'y a pas de surprise sur un débat. Non, mais il pourrait... voilà. On sait quel thème on va aborder, tout est absolument calé avec les équipes des candidats. On va parler du chômage, on va parler politique étrangère, voilà. Ça sera votre quantième débat, Rachid Arad, que vous allez suivre ce soir. J'ai d'abord été pendant 2 élections au CSA pour le regarder et chronométrer. Et puis, par un hasard bizarre de ma carrière, les autres débats, j'étais dans un placard. Donc, je les ai regardés comme téléspectateur. Ce sont les aléas de la profession. Alors, il y a une question évidemment qui est essentielle à ce débat, et Frédéric Deby, on pourra y répondre tout à l'heure. On va la poser juste après voir les principaux extraits des débats qui existent depuis 1974. C'est est-ce qu'un débat a jamais fait une élection? Et ça, personne ne peut répondre à cette question. Je peux essayer d'y répondre. Élément de réponse. Élément de réponse, on n'a jamais vu un débat d'entre-deux tours, alors que c'est le moment symbolique d'une campagne électorale. On se souvient des punchlines, des moments de tension. On n'a jamais vu un débat inverser, voire modifier un rapport de force électorale de second tour. Il y a quand même une exception, c'est le débat que Laurence Ferrari a animé en 2012, où, malgré les enquêtes post-débat, l'IFOP en fera une d'ailleurs à l'issue du débat de ce soir, qui avait donné plutôt un avantage à François Hollande, grâce à l'anaphore notamment, ce débat a contribué à resserrer encore l'écart entre Nicolas Sarkozy et François Hollande, que nous mesurions tous les jours grâce au premier rolling IFOP fiducial, puisque au lendemain du premier tour, il y avait une avance de 55 à 56% pour François Hollande, et ça se termine le 5 mai à 52%. C'est le seul cas où le débat a peut-être accéléré un resserrement du rapport de force électoral. Les enquêtes faites avant et après débat, en 2007, en 2002, il n'y avait pas eu de débat. En 95, en 88, en 81, voire en 74, où il y a eu que Sarkozy, ce soir-là, avait plutôt gagné le débat, c'est ce que vous voulez dire. Alors qu'on a le sentiment, a posteriori, que ce n'était pas exactement ça. Le sondage donnait un avantage global à François Hollande, mais Nicolas Sarkozy avait beaucoup attiré et séduit des électeurs Front National du premier tour et des électeurs François Bayrou, alors même que quelques jours après, François Bayrou avait déclaré qu'il voterait pour François Hollande. Malgré tout, une majorité des électeurs Bayrou, le jour du vote, ont voté pour Nicolas Sarkozy. Donc l'anaphore dont on va parler à l'instant et qu'on va voir à l'instant, finalement, cette anaphore, elle n'a pas servi François Hollande. Si, elle est entrée dans la légende, elle est entrée dans l'histoire, on va en parler, mais elle ne l'a pas servi. Elle l'a plutôt desservi, Pascal, puisque tout au long de son mandat, de l'affaire Cahuzac, du tweet de Valérie Trierweiler, jusqu'à des promesses non tenues, moi, président, j'instaurerai la proportionnelle. Moi, président, je ne recevrai pas les députés et les sénateurs à l'Élysée. Voilà. Ça a été une sorte de... baromètre des promesses non tenues par François Hollande. Je ne parle pas de la vie privée irréprochable. On lui a envoyé ça en boomerang au moment de différentes affaires tout au long du quinquennat. Alors, dans la première partie de ce débat, évidemment, on va évoquer les grands moments de cette présidentielle et on va commencer par l'anaphore. C'était donc il y a 5 ans, quasiment jour pour jour. Vous êtes au centre, vous êtes avec David Pujadas. C'est vous d'ailleurs qui posez la question. C'est moi qui pose la question. Vous posez la question à François Hollande. François Hollande, quel président comptez-vous être? Bon. Et je pense qu'on va écouter la réponse. On va voir la réponse. François Hollande, quel président comptez-vous être? Un président qui, d'abord, respecte les Français, qui les considère. Un président qui ne veut pas être président de tout, chef de tout, et en définitive responsable de rien. Moi, président de la République, je ne serai pas le chef de la majorité.
je ne recevrai pas les parlementaires de la majorité à l'Élysée. Moi, président de la République, je ne traiterai pas mon Premier ministre de collaborateur. Bon, il y en a 13, je crois. Ça dure 3 minutes 30, la séquence est incroyablement long sur un plateau comme ça en direct. Bon, alors, vous, qu'est-ce que vous percevez dans ces premières secondes d'anaphore? Alors d'abord, il ne se saisit pas tout de suite du moi président. Il y a d'abord 2 occurrences où il dit, moi, voilà, je ne serai pas le président. Voilà. Et tout d'un coup, il se saisit du moi président, de la contraction que j'avais faite, et il la met pendant 13, 14, 15, 16 reprises. Et pendant tout ce moment-là, moi je crois que psychologiquement, c'est là qu'il s'empare de la portée symbolique de la fonction de président. C'est là qu'il rentre dans le costume. Sarkozy n'ose pas l'interrompre. Exactement. C'est ça qui est assez surprenant. Et tout d'un coup, on peut en discuter avec un sparring partner, dire moi président. Mais là, il se projette vraiment dans les prochains jours. Donc là, il devient président. Et nous, pendant ces 3 minutes 30... Quand vous dites nous, c'est avec David Pujadas. Avec David Pujadas, je ne parle pas de moi à la 3e personne. Oui, encore une fois, on se tourne vers Nicolas Sarkozy en se disant, mais il va l'interrompre, bien sûr. Notre regard ne cesse de faire comme à Roland-Garros. On va à gauche, on va à droite. Et il le laisse dérouler. Et on voit Nicolas Sarkozy qui hoche de la tête, qui encaisse, qui laisse complètement François Hollande dérouler jusqu'au moment où c'est terminé. François Hollande a terminé, s'arrête tout seul. Et pourquoi il ne l'a jamais interrompu? C'est sa stratégie. Il ne voulait pas paraître trop agressif, il ne voulait peut-être pas... Et vous en avez reparlé après de ça? Non, je n'en ai jamais parlé, effectivement. Mais François Hollande, c'est lui qu'à ce moment-là, il y a un truc qui a basculé. Oui. Pourquoi il ne l'interrompt pas? C'est la question sans réponse jusqu'à aujourd'hui. Peut-être se dit-il, il est en train de s'enfoncer. Peut-être se dit-il, il est en train de faire un tunnel qui va le desservir. Et en fait, on se rend compte, et Frédéric le faisait remarquer... alors ça, c'est la grande surprise. C'est effectivement, il a été formidable, ça reste dans l'histoire, mais ça ne servit à rien. Et au contraire, ça l'a desservi. D'où la difficulté de de répondre à la question que vous avez posée à Frédéric sous forme de piège. Est-ce que ça sert à quelque chose? Oui, ça sert à quelque chose, un débat tout de même. Oui. Ça permet quand même d'échanger, ça permet de voir les 2 candidats devant 30 à 20 millions. Je crois qu'en 74, ça a été estimé à 30 millions de téléspectateurs. C'est énorme. Mais il n'y avait que 2 chaînes. 25 millions en 74 et on est monté à 30 millions en 88. C'est ça, absolument gigantesque. Exactement, une petite baisse en 95. Donc c'est quand même un moment important de la vie démocratique, on le dira jamais assez. Et celui de ce soir est certainement le plus inattendu et le plus inédit par définition. Aucun des 2 partis majoritaires jusqu'à présent en France ne sera présent là. Il n'y a pas de sortant. Bref, il n'y a que des nouveautés. Et puis il y a une autre nouveauté que je voudrais signaler avant l'arrivée de Patrick Poivre d'Arvor, c'est que les présentateurs ont été tirés au sort d'une... Ah mais non, on en parlera tout à l'heure. On en parlera tout à l'heure avec le CSA. C'est vos amis du CSA. Écoutez, oui, mais vos amis du CSA. Je suis un homme libre jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à demain. Donc, ça se passait pas comme ça quand vous y étiez. Écoutez, non, c'est-à-dire que c'est... En même temps, en 2012, il y avait la parité sur le plateau. Oui, mais justement, on va en parler tout à l'heure. Là, je vous propose d'écouter, pour terminer sur l'anaphore, on écoute Alain Duhamel et nous partons pour le QG de Marine Le Pen et nous écouterons également Marine Le Pen. Mais tout d'abord, Alain Duhamel, son analyse de l'anaphore. C'est de très très loin la tirade littéraire la plus longue qui ait jamais eu lieu pendant un débat présidentiel de l'entre-deux tours. Moi, ce qui m'a fasciné, c'était d'une part la construction qui pour le coup était forcément préméditée, ce qui n'est pas le cas de toutes les formules qui ont fait mouche, mais là c'était forcément prémédité, et la relative passivité de Nicolas Sarkozy qui n'a pas cherché à interrompre François Hollande et qui l'a écouté jusqu'au bout comme si il exprimait une certaine forme de résignation. Et j'en ai conclu, alors là, pour le coup, sur le champ, à ce moment-là, qu'il pensait avoir perdu. C'est ce que vous disiez tout à l'heure lorsque vous l'avez vu arriver sur le plateau, que Nicolas Sarkozy n'avait pas forcément l'âme d'un combattant ce soir-là. Hugues Dabot est avec nous en direct du QG de Marine Le Pen. On va l'écouter, Marine Le Pen. Elle est arrivée alors que Emmanuel Macron n'est toujours pas arrivé. Marine Le Pen qui a déclaré quelques mots. Et qu'il démontre que M. Macron et moi-même avons 2 visions radicalement différentes, soit la continuité de la politique de François Hollande pour lui, soit le changement que je représente. Hugues Dago, Faubourg Saint-Honoré, dans le QG de Marine Le Pen. Bonsoir Hugues. Comment vont vivre les militants ce soir de Marine Le Pen? Bonsoir. Bonsoir. Comment vont-ils vivre ces supporters cette soirée? Eh bien, dans le QG de campagne juste derrière moi, celui de la rue du Faubourg Saint-Honoré, qu'on surnomme l'Escale, mais pas avant, enfin en tout cas pour les journalistes, on n'aura pas accès avant 22h30. On est maintenu à l'écart de ce débat jusqu'à 22h30. Il y a le comité stratégique en attendant du Front National et quelques militants qui donc sont au 3e étage précisément de ce bâtiment. On peut revenir sur la stratégie de Marine Le Pen. On l'a entendu dans l'extrait juste avant. Finalement, son axe de campagne a toujours été celui-là. Il est assez clair. Elle veut marquer ce clivage entre
patriote et mondialiste, marquer la différence avec Emmanuel Macron. Et du coup, ça l'a passé par le ramener à cette case de candidat de la mondialisation sauvage, comme elle l'appelle, le ramener à son passé de banquier d'affaires, le ramener également au bilan de François Hollande, puisqu'elle estime que Emmanuel Macron est comptable également de ce bilan, du fait de son récent passé politique. L'idée, elle est claire pour Marine Le Pen, tenter de déstabiliser, de pousser Emmanuel Macron dans ses retranchements, mais elle le sait, elle doit le faire en restant calme, puisqu'en général, dans les débats, celui qui s'énerve, ça ne plaide pas vraiment en sa faveur. Marine Le Pen, et comme tous d'ailleurs, nous avons tous en mémoire ce débat de 2007 entre Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal. Vous savez, à l'époque, il y a eu cette fameuse colère saine de la candidate socialiste. Et à l'époque, Nicolas Sarkozy, qui est pourtant connu pour avoir un tempérament, on va dire, impétueux, avait eu cette phrase assassine: pour être président de la République, il faut être calme. Effectivement, on écoutera tout à l'heure cet extrait également. Anthony Favalli est chez Emmanuel Macron, tout près du Louvre, dans le 1er arrondissement. Anthony, la même question, comment les supporters d'Emmanuel Macron vont passer la soirée ? Eh bien, écoutez, ils sont juste là à côté de moi par dizaines en train d'accéder à cette salle qui peut accueillir environ 500 personnes à peu près. Nous n'avons pas pu faire notre direct dans cette salle puisque cette salle se trouve en sous-sol et les moyens de retransmission ne nous permettent pas de faire le duplex. Donc je vais essayer de vous retranscrire un petit peu l'ambiance. C'est une salle plutôt tamisée. La décoration là-bas n'a rien d'anodin. Il y a des drapeaux français sur toutes les tables. Et puis je voulais vous montrer surtout ces ballons, ces ballons aux couleurs de l'Union européenne. Voilà, qui est peut-être l'indice du clivage finalement entre les deux candidats, entre Europe et patriotisme, le clivage qui se jouera certainement ce soir lors de ce débat. Alors dans cette salle où se retrouveront les militants, on trouvera également des porte-paroles, des représentants du mouvement En Marche et puis un community manager qui va permettre, en fait, qui va inciter tous les militants à retweeter sur les réseaux sociaux les éléments programmatiques d'Emmanuel Macron, éventuellement ses attaques contre Marine Le Pen. En tout cas, voilà, cet échange entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron promet d'être musclé ce soir. Emmanuel Macron l'a dit, je veux aller au corps à corps, au combat sur le fond des idées pour démontrer que les idées de Marine Le Pen sont de fausses solutions. Emmanuel Macron qui ajoute néanmoins qu'il ne sera pas dans l'invective, qu'il ne sera pas dans l'insulte, à l'inverse de Marine Le Pen. Le candidat d'En Marche qui se prépare déjà depuis plusieurs jours, il a allégé son emploi du temps tout au long de ce début de semaine et puis il n'a pas eu officiellement de sparring partner, vous savez, cette doublure qui vous permet de vous préparer, une doublure de Marine Le Pen qui lui permet de confronter ses arguments. Il a officiellement potassé des fiches prenant point par point les arguments de Marine Le Pen pour pouvoir les contrer, des attaques évidemment qui seront relayées ici tout au long de la soirée par les militants du mouvement En Marche sur les réseaux sociaux bien sûr. Merci Anthony Favalli, on salue l'arrivée sur ce plateau de Patrick Poivre d'Arvor. Bonsoir. 19h57. Oui, c'est normal. Ça ne s'invente pas. Ah oui, c'est vrai. Mais non, mais on me rappelle les souvenirs. On a tous travaillé avec Patrick, ce qui est quand même hallucinant. Non, mais il sortait de son bureau à 19h58, 30 pour être à l'antenne. Quand j'entendais le générique. Voilà, pour être à l'antenne au dernier moment. Mais bon, là vous êtes à l'heure, enfin quasiment, et on vous remercie. Ce qui nous intéresse, c'est de parler évidemment de la coulisse, de l'atmosphère, de l'ambiance, au-delà des programmes qui vont être développés ce soir, et votre ressenti à vous, ce que vous avez vécu notamment en 2007. Et vous avez choisi un extrait de ce qu'il faut faire ou de ce qu'il ne faut pas faire, peut-être lorsqu'on est dans un plateau télévisé, dans un duel de ce type. C'est Ségolène Royal, on est en 2007, face à Nicolas Sarkozy, vous animez le débat et il y a un peu de colère chez elle. Dans la vie politique, tout n'est pas possible. Ce discours, cet écart entre le discours et les actes, surtout lorsqu'il s'agit d'enfants handicapés, n'est pas acceptable. Et je suis très en colère. Et les parents et les familles qui vous en... Et les parents... Non, je ne me calmerai pas. Ne montrez pas du doigt avec cet index pointé, parce que franchement... Non, je ne me calmerai pas. Non, je ne me calmerai pas. Je ne me calmerai pas. Pour être président de la République, il faut être calme. Non. Pas quand il y a des injustices. Il y a des colères qui sont parfaitement saines. Bon, là vous êtes sur le plateau. D'abord, c'est une vraie colère ou c'est une colère fabriquée ? C'est une colère à retardement. Parce que je pense qu'elle voulait caser sa séquence scolaire, et d'ailleurs elle le fait avec beaucoup de classe et de punch, mais elle voulait la caser sur autre chose. Donc c'est un peu artificiel. Ouais, il y avait l'histoire d'un grand-père chinois qui avait été arrêté à la sortie de l'école alors qu'il allait attendre son petit-fils et tout ça, et donc elle voulait attaquer Sarkozy là-dessus. Là, elle l'attaque sur les handicapés, et là, franchement, il n'avait rien fait. Mais vraiment, il avait à ce point rien fait qu'il a consulté pour la première fois de
sa vie ses fiches. Et malheureusement, ce système anti-antédiluvien qui va sauter ce soir ne nous a pas permis de voir ce qu'il faisait pendant ce temps. Les plans de coupe qui seront autorisés ce soir, on le rappelle. Alors là, il n'y avait pas de plan de coupe. On voit donc un Sarkozy, enfin moi je vois, et Arlette Chabot qui était à mon côté. Et alors, il cherche, il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Quel est le problème? Et comme il ne répond pas, et qu'elle est toujours à l'antenne, évidemment, et qu'elle se voit, elle continue, et elle se monte en boucle. Et donc, ce qu'elle avait voulu, je pense, introduire au moment de cette séquence sur l'immigration, et qu'elle n'avait pas réussi à passer, à caser, elle la passe vers, au bout de donc, c'est quand même un peu artificiel, forcément. Mais sur le fond... artificiel, mais c'est des sujets qui lui tiennent à cœur. Oui, mais c'est décalé. Vous dites c'est une colère à retardement. C'est décalé parce que les handicapés, c'était pas un sujet, quoi. C'était pas un sujet de la campagne. Oui, mais sur le fond, mais pas un sujet de la campagne. Sur le fond, parce que là, on ne sait jamais, est-ce qu'il faut se mettre en colère, pas se mettre en colère, est-ce qu'il faut être agressif, est-ce que ça dessert, etc. On dit généralement qu'il ne faut jamais agresser quelqu'un. Alors, je parle à la télévision, là, dans la vie aussi. On se retrouve dans un cas de figure très particulier. On est face à un lapin du Racel, qui est vraiment Nicolas Sarkozy. Il était toujours, en général, très excité. Et là, curieusement, super calme. Et donc, il faut exister dans ces cas-là. Il faut exister. Et elle avait un petit déficit, non pas de notoriété, mais surtout un déficit de présidentialité. Oui. Donc, elle est challenger, elle prend un risque peut-être. Parce qu'on en parlera aussi, ça, tout à l'heure. Il faut prendre des risques quand on est challenger. Il faut prendre le risque et surtout, il faut essayer de faire sortir l'autre de ses gonds. Car la colère, toute saine, toute utile qu'elle soit, de Ségolène Royal ce soir, elle est quand même très maîtrisée. Mais si ça avait pu faire sortir de ses gonds Nicolas Sarkozy, elle aurait réussi son affaire. En l'occurrence, ça n'a pas marché. Bon, qu'est-ce que vous conseillez, vous, en tant que communicant, en tant qu'observateur? Est-ce que celui qui attaque est toujours desservi? Et ça nous rejoint, évidemment, ça nous renvoie au duel de ce soir. Ouais, moi, j'ai l'impression que ce soir, c'est deux challengers, en fait. C'est-à-dire qu'ils ont tous les deux l'obligation... mal les sondages, hein, parce que non, mais je ne parle pas... Dabi, il y a un favori et puis il y a un outsider. Oui, mais j'ai le sentiment... Sauf qu'ils n'étaient pas prévus il y a un an. Voilà, ils sont challengers, on les attendait pas, donc ils sont dans des rôles très nouveaux. Et effectivement, la colère ou pas la colère, c'est la question numéro 1 de ce soir. C'est est-ce que, en gros, Mme Le Pen peut sortir Emmanuel Macron de ses gonds, ou inversement d'ailleurs. Hein. On a vu, c'était intéressant, lors notamment du débat du 4 avril, mais aussi celui du 20 mars sur TF1 avec les 5 principaux candidats, comme on disait, on a bien vu qu'à ce moment-là, Mme Le Pen n'avait pas réussi à énerver véritablement Emmanuel Macron, y compris quand elle lui rappelait son passé de banquier. Il a même fait plutôt de l'humour. À un moment, on dit « Ah, c'est encore moi dans ce C'est-à-dire qu'il est habitué puisqu'on lui rappelle tous les jours. Donc, il doit être exercé à cette attaque. Donc ce soir, c'est un des points, c'est de savoir effectivement si tous les deux sont capables de garder leur calme. Et de ce point de vue-là, l'exemple de 2007 entre Sarkozy et Royal est très parlant. Mais ils se sont déjà jaugés, hein, puisqu'ils ont fait déjà 2 débats ensemble, celui de TF1 à 5 candidats, celui de CNews à 11 candidats. Ils se sont déjà affrontés, hein, la première fois un peu plus rudement que la seconde. La seconde, on a vraiment vu, nous, clairement, avec Rotel Krief, Emmanuel Macron se mettre un tout petit peu plus en retrait et ne pas aller chercher des balles qui ne lui étaient pas destinées, ce qu'il avait fait lors du premier débat sur TF1. Donc, ils se connaissent, ils se sont affrontés, et donc là, on est vraiment sur la belle. Alors, on va écouter d'ailleurs cet affrontement qui a eu lieu dans le débat 5, dans le débat 11. Simplement, vous vouliez dire un mot tout à l'heure. On a vu Marine Le Pen. Oui. Elle est arrivée, alors que Emmanuel Macron n'est toujours pas arrivé. Et vous vouliez dire un mot sur... Alors, ça peut paraître accessoire et en même temps, c'est souvent essentiel. C'est la manière dont elle sera habillée ce soir. Si elle ne se change pas, effectivement, elle est en pantalon et veste noire et petite chemise blanche. Exactement, je crois. Patrick, dis-moi si je me trompe, ce que portait Ségolène Royal lors du débat de 2007. Je me souviens pas. On a vu c'est-à-dire que c'est vraiment la panoplie de la femme politique qui ne veut pas montrer sa féminité, qui veut faire effectivement présidentielle, qui met un costard d'homme et qui n'assume pas ni la couleur, ni la moindre féminité. C'est très important. Parce que là, vous semblez le regretter. Non, je dis que voilà, toutes les femmes politiques sont confrontées à un moment ou à un autre à cela, à effectivement cette façon dont on peut les dénigrer, les attaquer sur la façon dont elles sont. Ça paraît peut-être dérisoire ou pas, Frédéric Dabi. Est-ce que ce genre de détails compte dans les sondages que vous pouvez faire? Les sondages de perception. Je ne le pense pas, et d'ailleurs je ne le sais pas, mais c'est vrai que tout compte, la manière de se présenter. C'est ce qu'on appelle l'éthos, paraît-il. J'ai appris ça avec Clément Viktorovitch ce matin. L'éthos, E-T-H-O-S, la manière dont on se présente aux uns aux autres, et c'est soit la manière. Ça compte énormément. Un débat célèbre qui se passait pas en France, mais aux États-Unis, entre Richard Nixon et John Fitzgerald Kennedy, ce qui a desservi, on l'a vu dans les enquêtes
de mes confrères américains, c'était que Richard Nixon paraissait mal rasé. Oui. Et l'écart entre les deux a été très ténu et les auditeurs, ceux qui n'ont écouté que la radio, l'ont trouvé meilleur que Kennedy, et les téléspectateurs l'ont trouvé moins bon. Je pense qu'absolument tout compte pour ce type de débat. Bon. Et là, je pense, là où Laurence a vraiment raison, c'est que quand on dit le costume présidentiel, je vous assure qu'il y a encore une petite partie d'indécis, Frédéric les connaît bien, qui regarde en disant est-ce que celui-là ou celle-là va bien représenter est-ce qu'il fait président ? Donc le costume. Oui, mais alors, puisque vous en parlez du costume, il y a évolution du costume, parce que dans les années 70, j'ai l'impression que chacun s'habillait un peu comme il voulait, et depuis Sarkozy, tout le monde a un costard noir, une cravate noire et une chemise blanche, que ce soit Nicolas Sarkozy ou François Hollande. J'ai l'impression que les deux ont traversé les deux quinquennats de habiller exactement de la même manière. Ce qui n'était pas le cas de Jacques Chirac, ce qui n'était pas le cas de Valéry Giscard d'Estaing. Et pas le cas, évidemment, de François Mitterrand. Il n'y a que Frédéric qui porte une cravate, vous aurez remarqué. Oui, oui, mais alors, oui. Mais ce soir, non, mais ça a changé. Bon, ça compte. Il y a un uniforme vraiment aujourd'hui qui... Oui, mais c'est pas capital. Hein. C'est simplement... au terme du débat, les gens se diront, voilà, je pense que celui-là ou celle-là peut bien représenter mon pays. Elle peut ou il peut être président de la République. Et il faut noter que Marine Le Pen n'a pas du tout joué de sa féminité tout au long de sa campagne. Elle a joué de sa stature de mère de famille assez tardivement. Elle a mis en scène ses 3 enfants assez tardivement, hein, notamment dans les débats, en disant, moi, je suis une mère de famille, effectivement, de 3 enfants. Elle n'a pas du tout joué de ça. Alors que Ségolène Royal, je trouve, jouait beaucoup plus, effectivement, de son statut de femme que Marine Le Pen. Elle était très belle dans l'extrait qu'on a vu. Elle était lumineuse ce jour-là, vraiment lumineuse. Bon, on l'a dit tout à l'heure, il y a quelque chose de patrimonial dans ces grands débats. C'est aussi notre histoire, c'est les Tours de France, c'est Roland Garros, c'est les grands débats. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça parle il y a quelque chose de cet ordre-là. Vous voyez, les gens se souviennent, par exemple, on va voir l'extrait de 88, et les gens se souviennent peut-être avec qui ils l'ont vu ce jour-là, comment ils l'ont vu, s'ils étaient écoliers, s'ils étaient étudiants. Donc on voit l'échange et on réagit ensemble. C'est Chirac-Mitterrand, c'est le fameux échange. Les yeux tout à fait. Ah non, c'est pas celui-là. Ah, pas celui-là, un autre. Non, c'est le plus. Il faudra quand même qu'on en parle. C'est pas je le conteste droit dans les yeux, c'est monsieur. Vous avez tout à fait raison, monsieur Pro. Voilà, vous avez tout à fait. Bah, je sais pas, mais allons-y. Nous regardons. Permettez-moi juste de vous dire que ce soir, je ne suis pas le Premier ministre et vous n'êtes pas le Président de la République. Nous sommes 2 candidats à égalité et qui se soumettent au jugement des Français. Seul qui compte. Vous me permettrez donc de vous appeler Monsieur Mitterrand. Mais vous avez tout à fait raison, Monsieur le Premier ministre. Alors, Emmanuel Macron est en train d'arriver, c'est pourquoi on décryptera ce moment tout de suite après. Emmanuel Macron avec Brigitte Macron derrière lui. Pardon ? Delphine Ernotte. Delphine Ernotte, la présidente de France 2, qui l'accueille. Effectivement, Catherine Nel. On reconnaît également Michel Field, qui est directeur de l'information sur France 2. Et Emmanuel Macron, qui pénètre à l'instant, non pas dans les studios, mais dans le hall qui va l'amener très certainement ou à sa loge ou vers le studio. Il est en train de saluer tous ceux qui sont présents avec Brigitte Macron qui l'accompagne. C'est un moment... il arrive une demi-heure après, à peu près. C'était prévu, c'était tout ce qui était prévu avec les états-majors des 2 candidats. Effectivement, physiquement, il a l'air un peu moins souriant, moins décontracté que Marine Le Pen qu'on a vu arriver il y a à peu près une demi-heure. Là, ils prennent la pression. Moi, vraiment, pour l'avoir vécu comme Patrick, là, la pression, elle tombe sur eux, mais c'est brutal. Ça tombe sur eux. Alors, on va l'écouter. J'espère d'expliquer en détail le projet que je porte, dans tout ce qui n'a pas parfois été entendu ou ce qui doit être encore clarifié, puis pouvoir aussi démontrer que le projet de Mme Le Pen n'est pas de nature à répondre aux défis du pays. Je vous remercie et je vous souhaite un bon débat, Monsieur Macron. Merci à vous. C'est toujours difficile de tirer effectivement des enseignements et des conclusions, mais ce que vous disiez est juste. On a senti dans le timbre de la voix comme quelque chose de concentré peut-être, ou d'émotion, de pression. Vous disiez la pression tombe sur le candidat. Et en même temps, c'est très étonnant, peut-être que vous l'avez abordé avant que j'arrive, mais ça ne va rien changer. Et je vous le dis même déjà, strictement rien changer. Sauf que vous n'en savez rien, Patrick. Crise cardiaque, sauf que vous n'en savez rien. Un dérapage majeur. Mais c'est comme un match de foot, on n'en sait rien. Pascal Pro. Moi, il peut se passer quelque chose. Je peux vous raconter que l'histoire depuis 1974 nous prouve que les sondages d'avant sont les sondages d'après le débat et que ça n'a jamais
fait bouger. Alain Duhamel, il dit différemment. Sur 74, il dit que ça. 74, c'était très important, parce que 74, ça a été gagné à 50 et des poussières, donc c'était super important. Bon. Là, on n'est pas tout à fait dans ce registre-là. Dans les je ne veux pas vous casser votre ambiance pour autant. Non, mais alors on ferme le rideau. Si vous dites que ça sert à rien, on ferme le rideau et puis on attend 21h. Bon, le match de foot n'est pas commencé encore. Il y a quand même un point que je partage complètement ce qu'a dit Patrick, je l'avais dit tout à l'heure également. 2012, il y a quand même eu un resserrement après le débat, parce que c'est terminé à 52-48. Il peut y avoir, en revanche, un impact sur la participation. Qu'est-ce qu'elle a, cette campagne de particulier par rapport à toutes les campagnes précédentes, excepté 1969? C'est que l'abstention que l'on mesure tous les jours dans notre rolling apparaît plus importante qu'au premier tour, parce qu'il y a beaucoup de Français qui rejettent l'un et l'autre, comme on dit dans les réseaux sociaux, Madame Patry et Monsieur Patron, Macron, Le Pen, même chose, etc. Et là, on a d'une part une participation qui progresse dans les derniers jours, mais elle est quand même 4 à 5 points au-dessous de ce que nous avons mesuré et ce qui s'est passé le 23 avril. Alors que traditionnellement, une élection présidentielle, on vote plus, un peu plus, au second tour qu'au premier tour, et on a voté beaucoup plus en mai 2002, où la surparticipation a noyé, si je puis dire, Jean-Marie Le Pen, qui a fait quasiment au second tour à 1 point près son score du premier tour. Donc là, il y a vraiment, de ce point de vue-là, un enjeu très important sur la participation. Vous excluez complètement, et c'est étonnant, la faute éliminatoire. Or, Patrick, ce sont deux candidats qui n'ont pas forcément l'expérience qu'avait Giscard, qu'avait Chirac, qu'avait Mitterrand, etc. La faute éliminatoire, alors vous dites qu'il ne va rien se passer, sauf la faute qui te disqualifie. Il ne se passera rien dans l'opinion après. Sauf si la faute qui disqualifie. Si par exemple, il y en a un des deux qui se plante... Non, c'est pas ça, mais c'est une attitude. Souvenez-vous, Fabius avec Chirac, il y a des choses quand même. Vous appelez, vous, dans le foot, les faits de jeu, c'est ça, voilà. Penalty, en tout cas, carton rouge. Il ne faut pas insulter forcément l'avenir et on ne sait pas ce qui peut se passer. Alors, on revient simplement au décryptage de 88 et pour annoncer ce décryptage, écoutez ce que disait Alain Duhamel sur ce débat très particulier qui est sans doute le plus violent, le plus dur. Le plus spectaculaire, celui de 88. Entre François Mitterrand et Jacques Chirac à l'issue de la première cohabitation. Là, il y a vraiment eu un affrontement entre deux personnages qui avaient tous les deux de la présence, qui n'adoraient absolument pas la télévision, ni François Mitterrand ni Jacques Chirac, mais qui, étant d'abord des combattants, ce jour-là ont été très bons tous les deux, très antagonistes, le débat a été très violent. C'est François Mitterrand qui l'a emporté dans le débat, mais le débat n'a pas eu la même influence que celui de 74, parce que François Mitterrand menait déjà assez nettement dans les espérances de voix. Rachid Arabi avait de la haine ce jour-là, quasiment sur le plateau, les deux se détestaient cordialement. De la haine, j'aime pas utiliser ce mot-là. Il y a de la haine en politique parfois. Vous aimez pas, mais ça existe. Ouais, la haine est un sentiment que j'ai un petit peu du mal à apporter. En tout cas, une forme de mépris, de distance. Il y avait beaucoup de choses. Juste pour revenir sur, pardonnez-moi, mais sur l'échange entre Chirac et Mitterrand avec, vous avez raison, Monsieur le Premier ministre. Ce qui est très drôle et qu'on a oublié, c'est qu'au cours de l'émission, un peu plus tard, Jacques Chirac l'appelle Monsieur le Président. Oui. Donc c'est justement sur l'échange des yeux dans les yeux. Voilà. Dans les yeux, je le conteste. Sur l'affaire Gordy. Exactement. Voilà. Bon, moi, je voudrais prolonger ce que disait Patrick concernant l'intérêt du public, parce que là, on est entre spécialistes. Qu'est-ce qu'attend les téléspectateurs qui seront nombreux, comme on l'a dit? On sait grosso modo que les supporters, les convaincus, dans les deux camps, ils vont pas bouger. Et Frédéric Dabi est bien placé pour savoir que tout est focalisé sur les 18-20% d'indécis, de ceux qui savent pas. Est-ce qu'on peut faire bouger cette France-là? Mon sentiment et que non, sauf s'il y a un incident majeur, mais je ne vois pas ce qui, dans l'attitude ou dans l'énoncé des programmes, pourrait faire changer ce que j'appelle la troisième France, celle qui a décidé, qui le montre tous les jours, qu'elle ne veut ni de l'un ni de l'autre. C'est certainement aussi une des nouveautés du débat de ce soir. Oui, c'est sans doute une des clés du scrutin, c'est l'abstention, effectivement, et la capacité qu'auront et Emmanuel Macron et Marine Le Pen à aller chercher ceux qui ne veulent pas aller voter et leur dire, allez, venez mettre le bulletin à un moment dans l'urne. Il est 20h14, c'est à 21h. Regardez Anthony Favali, Hugues Dago, Loïc Signor, nos envoyés spéciaux ce soir de CNews, à la Plaine Saint-Denis avec Marine Le Pen, c'est Hugues Dago avec Anthony Favali, c'est avec Emmanuel Macron. Et justement, Anthony Favali, comment les supporters de Macron ont-ils accueilli l'arrivée il y a quelques minutes de leur favori? Alors écoutez, je n'ai pas vu Emmanuel Macron arriver pour le moment.
On a vu là pour l'instant plusieurs dizaines de personnes rentrer dans ce bar. On ne peut pas faire nos duplex de l'intérieur de ce bar parce qu'il est en sous-sol et on n'a pas les moyens de retransmettre en direct depuis le sous-sol. Ça ne capte pas. Mais ce que je peux vous dire de l'ambiance en tout cas dans ce bar, c'est que l'ambiance est plutôt tamisée. Il y a 2 écrans géants qui servent à retransmettre le débat, des tables disposées un petit peu partout avec des drapeaux français et puis surtout des ballons aux couleurs de l'Union européenne. C'est un petit peu le symbole du clivage qui va certainement se jouer lors de ce débat et puis qui se joue tout au long de cette campagne d'entre-deux tours entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Emmanuel Macron donc qui va en tout cas avoir un échange vif ce soir avec Marine Le Pen. Il s'est longuement préparé, il a prévenu: je veux aller au corps à corps au combat sur le fond des idées pour démontrer que ces idées sont de fausses solutions. Emmanuel Macron qui ajoute néanmoins qu'il ne sera pas dans l'invective, qu'il ne sera pas dans le raccourci ou l'insulte envers son adversaire, contrairement à Marine Le Pen. Évidemment, le candidat En Marche s'est préparé. Depuis plusieurs jours, il a allégé son programme. Il n'a pas eu recours officiellement, en tout cas, à un sparring partner. Vous savez, une doublure de Marine Le Pen pour échanger et préparer ce fameux débat. Il s'est plutôt concentré sur le programme de Marine Le Pen, point par point, pour pouvoir contrer ses arguments, les attaquer. Et ces attaques, justement, ici, seront relayées par les militants qui, avec un community manager, seront incités à relayer les points de programme d'Emmanuel Macron, les attaques de Marine Le Pen, bien sûr. Merci. Contre Marine Le Pen. Merci Anthony, nous égrenons les grands moments des campagnes, des débats de l'entre-deux tours. Et le dernier moment qu'on a choisi, c'est peut-être le moment le plus célèbre, la formule qui est peut-être la plus restée dans notre histoire quotidienne, c'est... Le monopole du cœur. C'est le monopole du cœur. Allez, restez. Oui. J'ai le droit de dire quelque chose avant qu'on le voit. Et comment? Vous êtes là pour ça. On regarde et puis je vous dirai. Ah bon, non, mais ça c'est... Ce que je vais vous dire... C'est du teasing. Vous avez fait de la télé pendant quelques années, monsieur Poivre d'Arvor. Bon, restez avec nous. Restez avec nous, monsieur. Ce moment que nous, on vit comme ça, rétrospectivement, comme un moment majeur, etc., c'était pas du tout un moment qui a été observé par la presse du lendemain. Elle n'a pas du tout retenu ça. Vous allez le dire après. C'est quand même le monopole du cœur. Comment? Le monopole du cœur, on est en 1974. C'était le 10 mai 1974. Alain Duhamel présente à Nîmes avec Jacqueline Baudrier qui est décédée il y a quelques années. C'est la première la parité. Voilà, c'est la première fois qu'il y a un débat. C'est Alain Duhamel qui l'avait fait venir avec Michel Bassy, qu'il avait importé des États-Unis. Ce débat, on écoute Valéry Giscard d'Estaing. C'est aussi une affaire de cœur. Il n'est pas acceptable qu'il y ait une petite catégorie de privilégiés qui sont servis par toutes vos lois, en particulier par vos lois fiscales. D'abord, je vais vous dire quelque chose, je trouve toujours choquant et blessant de s'arroger le monopole du cœur. Vous n'avez pas, M. Mitterrand, le monopole du cœur. Vous ne l'avez pas. J'ai un cœur comme le vôtre qui bat sa cadence et qui est le mien. Vous n'avez pas le monopole du cœur. Bon alors, on va écouter que ça a balancé sur ce mot-là. Alors bon, c'est vrai que ça s'est terminé donc à 5 ans des dépoussières. Donc c'est normal, chaque chose peut avoir son importance. Mais il avait dans le même débat... Valéry Giscard d'Estaing, il a dit à François Mitterrand, qui n'est pas un perdreau de l'année, qui était quand même ministre de l'Information en 1946, quand il inaugure le Festival de Cannes, qui était à ce moment-là en septembre. Donc c'est vous dire qu'on arrive de bien loin. Il lui dit, vous êtes l'homme du passé. Et là, le lendemain, tous les éditorialistes, tous les grands, c'était sur cette phrase-là. Et puis après, je crois qu'il y a eu, en partie dans les mémoires de Giscard, et en partie aussi dans sa mémoire personnelle, la deuxième phrase, la phrase sur le monopole du cœur, qui a repris de l'importance et qui a créé un peu le récit national de ce... Et en 81, Mitterrand lui avait dit, vous êtes l'homme du passif. Mais il y a autre chose. Il a eu 7 ans pour le digérer. Il y a autre chose qu'a dit ce matin sur notre plateau Gérard Courtois, qui a écrit un bouquin sur les grands débats de l'entre-deux tours. Valéry Giscard d'Estaing avait lancé une flèche empoisonnée pendant le débat. Il avait parlé de Clermont-Ferrand. Or, à Clermont-Ferrand, vivait la maman de Anne Pinjot, la maman... Oui, mais en même temps, il était maire de Chamalières. Oui, mais il le dit, Giscard. Il a dit, c'est un avertissement que je lui ai lancé à ce moment-là. Dans ses mémoires. Dans ses mémoires, il le dit, il le reconnaît. C'est une des seules fois où la vie privée d'un candidat a été exposée déjà en 1974. On avait raconté que lors d'un débat, qui n'était pas un débat présidentiel, Gaston Defferre, qui ne s'était pas illustré en 1974,
69, puisqu'il n'avait fait que 5% des voix, était arrivé avec un gros dossier face à son interlocuteur qui, je crois, était Edgar Faure, mais un dossier dont il pouvait penser que c'était à connotation sexuelle. Et que donc, il y avait eu une forme de neutralisation à cause du dossier qu'on regardait comme ça. Mais depuis, ça s'est pas... Edgar Faure, Gaston Defferre, pour les plus jeunes, ce sont des personnages extrêmement importants de la vie politique. Nous avons connu. Bon, vous avez connu Edgar Faure, bien sûr. Tout à fait. Ce qui est intéressant, c'est les plans de coupe. Et moi, j'aimerais bien entendre l'avis de Rachid Arabe là-dessus. Parce que c'est la première fois qu'il va y avoir les fameux plans de coupe, ce qui nous permettra de voir la tête du candidat attaqué, etc. C'est la première fois. Là, ça sera avec parcimonie. Et donc, on va expliquer aux téléspectateurs, parce qu'il va y avoir le réalisateur principal, Tristan Carnet, et 2 co-réalisateurs issus des 2 camps de chaque candidat. Ce qui était déjà le cas. Il y a toujours un réalisateur conseil, tout à fait, absolument. Il n'y a pas de plan de coupe. C'est quand même une arme à double tranchant, parce que le temps que le réalisateur conseil dise au réalisateur d'appuyer sur le bouton, peut-être que la mimique sera différente. Donc c'est un peu risqué, les plans de coupe. Parce que c'est pas le réalisateur qui va... on va lui conseiller derrière s'il doit passer. Il va demander je peux ou je peux pas. Non mais c'est pas possible ça. Franchement, un plan de coupe, c'est pas possible. Si tu demandes je peux faire un plan de coupe derrière, effectivement, il y a 2 secondes de décalage. Un plan de coupe, tu le fais... En tout cas, pour la facilité du débat, je pense que c'est effectivement intéressant. Mais quand on va au bout, on va bien voir, on verra peut-être ce soir, que ça peut montrer une petite défaillance ou un sourire décalé, etc. C'est possible. Ou quelqu'un qui se gratte le nez, bon, c'est malvenu, mais en tout cas, c'est bien, ça arrive. Oui, non, mais enfin, c'était... Vous avez vu, par exemple, là, le 74, le décor est affreux, là, une espèce de tapisserie. Et même 2012, quand François Hollande fait ses anaphores, on a vraiment envie que les téléspectateurs voient la tête de Nicolas Sarkozy. Et on se demande d'ailleurs pourquoi Sarkozy n'a pas dit à un moment donné... Évidemment. Oui, mais ça, vous le demandez parce que vous êtes arrivé en retard. Parce qu'on a répondu à cette question. Si vous étiez arrivé à l'heure, vous ne vous le demanderiez pas. Non, mais j'ai posé la question à Laurence entre-temps. Bon, on va pas parler que des débats anciens, bien évidemment. Ce qui nous intéresse, c'est les débats de ce soir. On a posé quand même la question aux téléspectateurs. Quel souvenir garde-t-il? Et puis après, on parle du débat d'aujourd'hui. La phrase de Giscard d'Estaing, vous n'avez pas le monopole du cœur, qu'il avait répondu à Mitterrand lors d'un débat. Je trouvais que la phrase était bien tournée et que c'était bien amené, quoi. Mitterrand glosait beaucoup sur la charité, sur le fait, sur les plus pauvres, etc. Ce que Giscard n'a jamais laissé tomber. Et il lui a répondu, vous n'avez pas le monopole du cœur. Le débat qui m'a marqué, c'était Ségolène Royal face à Sarkozy. On sentait qu'il y avait une bonne tension, enfin il y avait de la tension, et en particulier Ségolène Royal qui était assez combative face à Sarkozy. Il est 20h22, c'est à 21h. On a parlé du passé, on va parler de l'avenir. Et on va même parler du présent avec vous, Frédéric Dabi. Où en est l'état de l'opinion aujourd'hui et qui vote pour qui au 2e tour? Alors, le Rolling IFOP fiducial de ce soir donne 60% d'intention de vote pour Emmanuel Macron, 40% pour Marine Le Pen, plus 1 point pour Emmanuel Macron depuis maintenant 2 jours, avec, on en parlait tout à l'heure, une incidence directe d'une plus grande participation. Il y a eu 4 points de participation de plus depuis la fin de semaine dernière, et la participation profite plutôt à Emmanuel Macron, puisqu'il y a moins d'abstentionnistes chez Jean-Luc Mélenchon, chez les électeurs de Jean-Luc Mélenchon, chez ceux de François Fillon, et on a de plus en plus de ces électeurs qui choisissent Emmanuel Macron, 52% pour les électeurs de Jean-Luc Mélenchon, 48% pour ceux de François Fillon. Chez Benoît Hamon, c'était moins un sujet. Quand même, 28% des électeurs de François Fillon, qui toute la campagne ont été chauffés à blanc par Emmanuel Hollande, par Emmanuel Macron comme continuateur, si je puis dire, du quinquennat des Français Hollande, qui choisissent Marine Le Pen. Donc on a un rapport de force qui est extrêmement net en faveur d'Emmanuel Macron. Si je mets de côté Chirac-Le Pen, on n'a jamais eu un écart aussi fort, y compris même Pompidou-Power, c'est 57 ou 58% de mémoire. Mais malgré tout, parce que c'est un second tour inédit, parce que ce sont 2 candidats complètement antagonistes. Il n'y a pas le début d'un socle commun de consensus. François Mitterrand et Jacques Chirac avaient quand même gouverné 2 ans ensemble. On n'a pas parlé du débat de 95 où Jospin et Chirac sont complètement neutralisés et ont fait assaut d'amabilité. Là, on est quand même sur les 2 opposés. Malgré tout, avantage, il faut le dire, très net pour Emmanuel Macron. Et très clairement, c'est jamais arrivé dans l'histoire, à 3 jours ou 4 jours d'un scrutin, de renverser ces 20 points d'écart. C'est 10 points, en fait, entre les 2. Jamais.
Alors, en revanche, il y a une barre symbolique qui est celle des 60%. Selon que Marine Le Pen fait moins de 40% des voix, même si elle fait que 39 et l'autre 61, bon, bah, ça a son importance pour l'histoire et même pour la façon dont et il pour pourra les gouverner. Surtout, et pour la suite. Pour les législatives du 11 Mais vous avez vu dans ce qu'a montré Frédéric Dabi, il y avait cette masse de mélenchonistes qui vont sur Emmanuel Macron. Ceci est tout à fait à rebours de la consultation qu'on a vue hier auprès des militants. Alors les militants, ils n'ont pas trop envie de Macron. En gros, c'est un tiers. Tandis que là, ils sont assez massivement sur Emmanuel Macron. L'abstention baisse. Est-ce que c'est une conséquence de ce front républicain, non pas qui se remet en place, mais en tout cas d'une intensité de la part des supporters évidemment pro-Macron, mais aussi des artistes qui se mobilisent, de l'opinion qui se mobilise, des anti-Le Pen qui se mobilisent? Les artistes, pardon, je n'y crois quasiment pas. 26% d'abstention, c'est quand même 4 points de plus que l'abstention mesurée, réelle, du 23 avril de la semaine dernière. Ce qui s'est passé quand même, c'est que la campagne bat son plein. C'est que l'effet de sidération d'électeurs de droite qui voient cette droite qui ne devait pas perdre, ce François Fillon qui était archi favori au lendemain de la primaire, malgré les sondages qui donnaient François Fillon éliminé, on a quand même eu une sorte de droite année zéro pour les électeurs de droite qui se sont réveillés groggy et qui pendant quelques jours étaient plutôt sur un ni l'un ni l'autre. Même chose chez les électeurs de la France insoumise qui se sont vus presque au second tour. Il n'y a que 700 000 voix d'écart entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, encore moins que Nicolas Sarkozy et François Hollande au soir du premier tour, ce qui fait que ces électeurs-là rentrent dans la campagne, même si beaucoup d'entre eux ne veulent pas voter. Et puis il y a quelque chose que les sondages ne mesurent pas, ou mesurent très mal, c'est le nombre de bulletins blancs, Pascal. En 2012, il y avait du 2 millions de bulletins blancs ou nuls. Là, il y en aura peut-être plus. Peut-être que l'abstention va être moins forte que prévu, mais les bulletins blancs et nuls qui ne sont pas comptabilisés dans les suffrages exprimés. Vous le regrettez, par exemple? Ah oui. Il y a beaucoup de gens qui le regrettent. Autant je suis pour vraiment le geste, même le vote obligatoire, en tout cas je suis contre l'abstention, mais autant la possibilité pour quelqu'un d'arriver devant son isoloir, dans son isoloir et devant l'urne en mettant un bulletin blanc pour bien montrer qu'il refuse l'un et l'autre. Ça me mais dans ce cas-là, allons au bout de la logique. Ça veut dire qu'effectivement, on accepte de compter les bulletins blancs parce qu'on ne sait pas, après tout, ce que signifient les bulletins blancs. Mais dans ce cas-là, on va au bout de la logique, comme certains l'ont fait, en disant à partir d'un certain nombre de bulletins blancs, on invalide l'élection. Parce que sinon, on fait parler des bulletins. Oui, c'est l'Académie française. C'est comme ça que ça se passe. Des bulletins blancs et on reprend. Je ne me suis jamais présenté. Oui, mais votre vie n'est pas finie. Anthony Favali, Hugues Dago et Loïc Signor sont les envoyés spéciaux ce soir de CNews. Ils sont en place. Loïc Signor, Plaine Saint-Denis. Les deux candidats sont désormais arrivés. Le débat va durer plus longtemps, par exemple, qu'en 74, c'était 1h41 en 74, en 80 également, c'était 1h41. Là, maintenant, on est sur 2 heures, à peu près. 2h20 minimum. 2h20. Moi, j'ai l'impression que je trouve que c'est trop long, mais enfin bon. Je crois pour toi, ça avait été 2h30. Oui, mais avec vous, c'était passé plus court, plus rapidement peut-être. Mais c'est vrai que 2 heures. Les questions étaient plus courtes aussi. Voilà, bon. Alors, les questions, Loïc, on a le droit de dire. Non, mais on voit Loïc Signor et après, on va parler des journalistes. On va parler des journalistes parce que les journalistes, on a l'impression que vous êtes c'est passeur de plaques, vous faites ce jour. Non, pas du tout. Un petit peu quand même, vous êtes. Chronomètre. Bon, vous êtes avec. Bon, Loïc Signor, il n'y aura pas de public ce soir dans le studio. Non, contrairement au précédent débat à 5 puis à 11, il n'y aura pas de public derrière les deux candidats. Leurs gardes rapprochés aux deux finalistes de cette élection présidentielle sont arrivés en même temps. Il y a par exemple pour Emmanuel Macron, Christophe Castaner, Benjamin Griveaux et Richard Ferrand, ses plus proches collaborateurs que l'on pourrait imaginer dans un éventuel gouvernement par ailleurs d'Emmanuel Macron. Quant à Marine Le Pen, elle était aux côtés de David Racheline, son directeur de campagne, sénateur Front National. Les deux candidats sont arrivés avec une vingtaine de minutes d'écart. Ils sont actuellement dans les loges. Ils ont prévu d'aller sur le plateau, prendre leur marque sur cette arène où va les opposer ces deux candidats à l'élection présidentielle. Les négociations justement sur tous ces petits détails qui font que ce débat est crucial ont commencé dès le lendemain du premier tour et se sont continués jusqu'à ce matin avec ces fameux plans de coupe. Emmanuel Macron, en tout cas son entourage, a imposé deux choses à l'entourage de Marine Le Pen, ces plans de coupe mais également la parité pour les présentateurs. Emmanuel Macron trouvait ça plus moderne.
Marine Le Pen a été forcée d'accepter. Il y aura 2,50 m d'écart entre les deux candidats dans un décor de 450 mètres carrés. 2h20 au programme, mais il pourrait y avoir un petit peu plus de temps avec ces 12 thématiques prévues pour ce débat d'entre-deux tours 2017. 12 thématiques, eh bien effectivement, ça va être peut-être plus long que... 12 thématiques, à mon avis, ils n'y arriveront pas. Hein. Beaucoup, 12 thématiques, il faut faire 2 débats. Arlette Chabot, moi-même, peut-être Laurence aussi, militons pour 2 débats de l'entre-deux tours. Parce qu'au moins, on puisse avoir le temps d'aborder les sujets et au fond, quoi. Qu'attendent les téléspectateurs de ce débat? La question a été posée. J'attends qu'ils disent la vérité aux Français d'abord. Le contenu des programmes doit vraiment être explicité à fond pour qu'enfin les Français puissent faire le choix entre une ouverture sur le monde et une fermeture. Qu'ils soient honnêtes l'un envers l'autre, arrêter de nous mentir et vraiment proposer quelque chose de vrai dans leur programme. Pour moi, la décision est déjà prise, donc en fait je n'attends plus rien, juste des éclaircissements sur les programmes et sur les différences entre les deux candidats. Mon avis est déjà fait et ça ne changera rien du tout que je les entende ou pas. Enfin si, ça pourrait être encore pire si je les entendais, donc je vais rester sur ma position. Ça, c'est les Français. Et puis, François Hollande également a dit ce qu'il attendait du débat de ce soir. Ce que j'attends du débat, c'est qu'on montre que ce n'est pas simplement 2 personnalités, 2 projets, mais 2 conceptions de la France, de l'Europe et du monde. C'est ça qui doit apparaître aux yeux des Français pour qu'ils fassent leur choix. Et je pense que ce choix doit aller vers ce qu'est l'idée que nous avons tous de la France. Alors, le choix des présentateurs. Patrick, vous avez présenté donc en 2007. Laurence, vous avez présenté en 2012. Vous étiez l'un et l'autre sur TF1. Et généralement, c'est le présentateur, entre guillemets, vedette, qui anime cette soirée-là avec son confrère de France 2. C'est le choix du patron de la chaîne. Oui, mais c'est plutôt logique. Oui, ça va logiquement. J'avais d'ailleurs présenté fictivement un débat qui n'a jamais eu lieu, qui était 2002. J'avais été choisi par ma chaîne, mais il n'y avait personne ce jour-là. Bon, pas de chance. Quel score d'audience? Et ce soir, d'abord, on les salue et vraiment, on leur passe un message amical parce que vous aviez, d'abord à titre personnel, vous aviez de la pression sérieusement. En fait, oui, honnêtement, un petit peu, mais on sait très bien que c'est les candidats qui ont la pression. Oui, mais attendez, vous avez 20 millions de gens au bout de votre micro quand même. Vous savez bien, quand on arrive au terme d'une campagne, quand on fait 20 heures de TF1, Patrick le sait, on a des gens qui aient tellement d'émissions politiques. C'est une émission un peu spéciale, mais pas si différente que des prime time que tu as animé ou que j'ai animé. La pression, elle est clairement de leur côté. Elle n'est pas sur nous. D'abord, on est 2. On a un rôle qui n'est pas le rôle le plus intéressant journalistiquement parlant, on est tous bien d'accord. Mais c'est eux qui font l'émission, c'est pas nous. Alors, nos 2 confrères et consoeurs ce soir, c'est Nathalie Saint-Cric, qui est chef du service politique, et vraiment, on leur souhaite bonne chance à tous les 2, et Christophe Jacques-Bizine. Alors, qui lui a dit qu'il avait le trac. Oui. Alors bon, il a raison peut-être ou pas de le dire, mais le trac, ça ne vient pas qu'avec le talent. Hein. Oui, ce qui est étonnant dans ce choix, si j'ose dire, c'est que ce n'était pas, entre guillemets, et ce n'est pas désobligeant pour eux, le premier choix. Ce qui avait été imaginé, c'était David Pujadas, qui présente le journal de France 2, et Gilles Boulot. Il y avait un problème de parité. Il se trouve que le CSA a trouvé qu'il y avait un problème de parité, mais quand l'autre jour, Laurence, avec Ruth Elkrief, a animé un débat avec 2 femmes, on ne s'est pas dit qu'il y a un problème de parité. On était contents même. Donc la parité, oui, on était contents. Donc la parité, c'est uniquement quand il y a 2 garçons. Quoi. Quand il y a 2 filles, la parité, ça n'existe pas. Il y a 2 problèmes avant de parler de la parité. Il y en a un premier qui est qu'il me semble que le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pas autorité, n'a pas compétence sur l'éditorial des chaînes. Et je trouve quand même qu'il y a... Alors est-ce que c'est de l'éditorial de choisir? C'est de l'éditorial quand même de choisir. C'est aux chaînes, Patrick l'a rappelé, c'est quand même au patron de la chaîne de choisir quel est celui qui va représenter la chaîne lors d'un débat. Ils ont demandé un homme et une femme. Ils ont pas... Donc je m'interroge. France 2 pouvait mettre David Pujadas. Vous savez, les journalistes sont très chatouilleux. Moi qui ai vécu des 2 côtés, côté CSA et côté journaliste, j'essaie de comprendre les 2. Donc c'est vrai que ce soit le CSA qui quelque part influence le choix, je trouve ça assez nouveau et pas forcément très moderne. Deuxième question, celle effectivement de la parité. Et Dieu sait que pendant les 6 ans au CSA, la parité, l'égalité et la diversité, avec quelques-uns de nos amis, Patrick et moi, je l'ai largement défendu, notamment avec M. Méhard qui est décédé, à qui je voulais rendre hommage. Donc la question de la parité, je suis absolument d'accord. Mais j'ai quand même le sentiment là que c'est un peu gadget, qu'on dit il faut de la parité et qu'à partir de ça, on définit. Alors, pour finir, que ça ne soit pas pris du tout, ni comme une attaque contre Nathalie, ni
contre Christophe, que j'apprécie vraiment comme journaliste. Simplement, je trouve que c'est tout doucement. Et ultime chose, quand même, il me semble aussi que les partis politiques, et on l'a dit tout à l'heure, un de vos envoyés spéciaux l'a dit, apparemment, la partie Emmanuel Macron a insisté pour la parité. Je ne suis pas convaincu, moi, que dans une télévision moderne, les partis politiques, vous avez beaucoup demandé s'il y avait des pressions, ce n'est pas une pression, c'est quand même une façon d'influencer sur le débat. Alors, justement, ça c'est intéressant, parce qu'on est dans la politique, là, peut-être. Est-ce qu'Emmanuel Macron n'avait-il pas intérêt ce soir à ce qu'il y ait 2 femmes sur le plateau et qu'il n'y ait pas qu'une seule femme, en l'occurrence Marine Le Pen? Est-ce que ce n'était pas son intérêt de militer visuellement, j'ai envie de dire, pour que Marine Le Pen ne soit pas la seule femme? Alors, je n'y comprends rien. Tout à l'heure, vous reprochiez qu'il n'y ait pas 2 hommes. Là, maintenant, vous voulez qu'à nouveau, il y ait 2 femmes. Non, mais, bon, est-ce que vous êtes... Non, mais vous avez bien compris cette question. Et elle est plus... comment dire, fine qu'il n'y paraît. Je n'en sais rien, mais en tout cas, elle est plus politique. Oui, non, mais c'est vrai. D'abord, Frédéric le sait bien, dans ses enquêtes, il ressort que les femmes ont assez massivement voté pour Emmanuel Macron. Et les hommes, davantage pour Marine Le Pen. Même si Marine Le Pen, contrairement à son père, a su très fortement réduire le gap gender, c'est-à-dire le fait qu'il y avait un électorat FN très masculin. Et vous ne répondez pas du tout à ma question. Moi, je pense qu'effectivement, Pascal... Qui ne doit pas vous intéresser du tout. Mais moi, je pense qu'effectivement, il avait intérêt à ce qu'il y ait une femme, d'abord parce que c'est symbolique de la politique qu'il veut mener. Il a dit qu'il nommerait peut-être une première ministre. Oui, et que de toute façon, ce serait un gouvernement paritaire. Vous dites une première ministre dans ces cas-là? Oui, moi je dis ça, oui. Pourquoi vous voulez... Madame le Premier ministre? Non, mais je vous pose la question. En Angleterre, on dit Madame la Première ministre. Ah non, mais c'est pas la même chose de dire Madame la Première ministre que dire une première ministre. Edith Cresson, on disait... ce jour est la seule. On disait Madame le Premier ministre. Oui, c'est ça. Bon. Donc je dis qu'il avait intérêt, effectivement, à ce qu'il y ait, en dehors de Marine Le Pen, une autre femme sur le plateau, parce que je crois que c'est un peu symbolique de la vision qu'il a pour le pays, non? Une France moderne, enfin une France paritaire. Non, mais ce qui est surprenant, c'est que Patrick, à ton époque, je ne pense pas qu'on aurait dit au présentateur du 20h merci de laisser votre place au chef du service politique. Non. Voilà. Non, c'est ça. Non, mais là, il aurait fait un duel, Patrick. Et vous auriez pris votre truc. Oui, vous n'auriez pas laissé votre place. Non, mais ça. Bon, alors, la vraie question, soyons sérieux. Ça paraît très ancien comme système. Bon, la vraie question, et celle-là, elle est essentielle. C'est la question qu'on se pose depuis tout à l'heure. Un débat fait-il l'élection? Vous avez dit non. Écoutons Alain Duhamel et on en parle. Le premier, celui entre Valéry Giscard d'Estaing et François Mitterrand en 1974, parce qu'au moment où le débat a eu lieu, ils étaient mis dans les sondages exactement à égalité 50-50. Que le débat était une première, donc avait créé un mouvement presque passionnel, et qu'il y a d'ailleurs une très bonne écoute, ce qui était normal, et que l'un des deux, parce que encore faut-il d'une part qu'il soit à égalité d'espérance de voix d'une part, et qu'il y en ait un qui soit meilleur que l'autre, ce qui n'est pas du tout le cas dans tous les débats. Il y a beaucoup de débats qui sont des matchs nuls. Là, il se trouve que Valéry Giscard d'Estaing, en 1974, a été meilleur que François Mitterrand, alors que François Mitterrand, en 81, a fait jeu égal avec Valéry Giscard d'Estaing. Mais du coup, oui, en 74, ça a fait la différence. Bon, voilà, tout le monde est d'accord pour dire que voilà, peut-être 74 et personne n'est vraiment certain que ça puisse. Donc ce soir encore, il n'y aura pas forcément d'influence, sauf je ne pense pas. Sauf cas extrême. Il y a une incertitude sur l'audience, effectivement. On était à 18 millions en 2012. Moi, je pense que ça peut faire plus. Il y a une vraie appétence. On l'a vu sur les débats, notamment celui sur CNews, BFM TV et celui sur TF1. Il y a une vraie... Les Français aiment la politique. Oui, mais tu vois, moi, Laurence, là, j'ai tendance à penser peut-être que justement, la multiplication des débats pour les différentes primaires, et puis ensuite, ce qui a été fait avec vraiment une vraie belle réussite, le débat à 5 et le débat à 11, c'était formidable, a fait que les gens, ils sont en train de dire, il faut que ça s'arrête maintenant. Moi, j'ai tendance à penser ça. Peut-être je me trompe, on verra avec les résultats, qu'il y aurait une petite saturation. Dans les 15 derniers jours, non seulement vous pensez que ça n'aura aucun intérêt, et en plus maintenant, il faut que ça s'arrête. Donc, mais non, mais... Non, mais je comprends. Vous m'avez invité pour que je suis d'accord avec vous. Oui, mais je crois que là, on est en fin de course. Oui. On a, cette élection, elle a démarré il y a 3 ans pratiquement. Hein. Il y a 3 ans, souvenez-vous, on disait 2017, on n'appelait pas encore ça l'élection présidentielle. 2017. Puis après, il y a eu tout ce que vous avez raconté, toute la somme invraisemblable de rebondissements, de revirements, etc. Là, maintenant, ça
ça y est, il n'y en a plus que 2. Mais il y a les législatives derrière. Ah bah bien sûr, on va se réexciter. Il y a encore une appétence pour... Non, les Français adorent la politique. Plein de campagnes. Jeudi et vendredi, les candidats seront sur le terrain en permanence. Ils vont faire 2 villes par jour, quasiment. Mais quand même, dans notre sondage jour du vote fait le 23 avril sur les motivations de vote et sur en quel vecteur d'information ont le plus je dirais, construit le cheminement électoral des Français. Les débats du 20 mars et du 4 avril arrivent en deuxième position. C'est quand même très très important. Et on a vu le rôle des débats pour la victoire de François Fillon pour la primaire de droite. Bien sûr, bien sûr. Mais je m'interroge aussi sur le fait de savoir par rapport, est-ce que la campagne a été trop longue? Je m'interroge aussi de la façon dont les électeurs le vivent. Et j'ai le sentiment que ces 10 derniers jours sont vraiment comme une montée de suspense et que peut-être là aussi, les électeurs, je ne veux pas me prononcer à leur place, mais en tout cas l'électeur que je suis, se dit, bon, ça y est, on y est arrivé, maintenant on vote. Quelle stratégie ce soir pour Emmanuel Macron? Quelle stratégie pour Marine Le Pen? Ils se sont déjà rencontrés, ils se sont, j'allais dire, affrontés sur le plateau. Vous voyez un extrait de ces débats, c'était dans le débat à 11 et c'était, non pas violent, mais enfin c'était assez intense. Le nationalisme, c'est la guerre. Moi, je viens d'une région qui est pleine de ces cimetières, si vous voulez. Et je ne veux pas retourner de ce côté. Un dernier mot, François Fillon. Donc ne l'oublions jamais. N'oublions pas de quel côté nous venons. Monsieur Fillon, vous répondrez, Madame Le Pen. Ça fait 70 ans, Madame Le Pen. Monsieur Fillon, on ne se présente pas comme la nouveauté quand on ressort des vieilles badernes qui ont au moins 50 ans. Mais Madame Le Pen, vous ressortez... Madame Le Pen, vous ressortez, pardon de vous le dire, mais les mensonges qu'on entend depuis 40 ans et qu'on entendait dans la bouche de votre père. Je regrette de le dire. Allez-y. Ce qui est intéressant, Laurence, et c'est vous qui animiez, c'est que c'est Emmanuel Macron qui déclenche l'offensive. Oui, et en tout cas, c'est pratiquement la seule passe d'armes dans ce débat. Ouais. Mais c'est lui qui va pendant ce débat. Oui, oui. Mais là, c'était en plus sur les deux visions fondamentales de l'Europe. Qu'est-ce que c'est l'Europe? Pour lui, c'est la paix. Pour elle, c'est la mondialisation et l'appauvrissement des peuples. Donc là, vraiment, on n'était pas seulement sur... On est sur un point de clivage fondamental de leur programme. C'est deux visions complètement différentes qui s'affrontent là, et c'est très très clair dans leur programme. Non, mais notre question c'est qui sera ce soir le plus offensif, quelle stratégie, et on se rend compte dans cette... Moi, ni l'un ni l'autre, je pense que Marine Le Pen n'a pas du tout intérêt à jouer à l'agressivité, et Emmanuel Macron... Agressif et offensif, il y a une petite nuance. Ils ont intérêt à jouer la présidentialité, donc la présidentialité, c'est pas l'agression. Emmanuel Macron, malgré ce premier tour, malgré le fait qu'il est arrivé en tête dimanche dernier, beaucoup de Français disent dans nos enquêtes qualitatives où on ne suggère pas de réponse. Qui êtes-vous, monsieur Macron? Comme en 2012, beaucoup disaient, et ça a été un des ferments, un des poisons lents du quinquennat de François Hollande, mais qui êtes-vous vraiment, François Hollande? Il a vraiment à cœur, à mon avis, lors de cette émission, de montrer qui il est et, comme le disait Patrick Poivre-d'Arvor, montrer sa présidentialité. Marine Le Pen, elle doit, à mon avis, rassurer. Le Front National, qu'on le veuille ou pas, inquiète. Une enquête IFOP JDD montre qu'une majorité de Français le jugent dangereux pour la démocratie, raciste. Voilà, c'est des choses, elle doit, y compris sur les questions européennes, où il y a eu quand même ces derniers jours des changements de pied quasi permanents, montrer que, alors peut-être qu'elle pensera au coup d'après, personne ne peut le dire, mais qu'elle s'installe comme peut-être plus tard l'opposant numéro 1 à Emmanuel Macron. Les deux candidats ce soir ont un point commun, c'est qu'ils ont un déficit de sympathie quand même auprès de l'ensemble des électeurs. Frédéric ne me démentira pas. Et donc ils ont effectivement intérêt à Marine Le Pen quand même. Mais... Oui, mais il n'y a pas d'amour profond pour Emmanuel Macron. Le pourcentage de sympathie et d'empathie avec Emmanuel Macron n'est pas très important non plus. Donc ça, c'est un des enjeux de ce soir, c'est effectivement de ne pas déraper de telle façon qu'on ne se fasse pas une autre image, une image qui est déjà plutôt floue pour l'instant. Ça fait déjà 2 présidentielles qu'il n'y a pas d'engouement. Moi, vraiment, pour moi, la référence, c'est 2007. C'est 2 primo-accédants à l'Élysée. Ségolène Royal, porté par la liesse des foules. Nicolas Sarkozy, pareil, par son camp. Et François Bayrou aussi, à sa manière. Et à sa façon, ils étaient tous les trois dans une il y avait un élan, trajectoire, un enthousiasme dans cette présidentielle-là qu'on n'a pas retrouvé depuis. Mais c'est la dernière présidentielle, effectivement. Et ensuite, il y a de la déception. Donc forcément, c'est difficile de retrouver de l'enthousiasme. Et vous voyez, pardonnez-moi, mais en revoyant la passe d'armes qu'animait Laurence, en fait, on se dit, et bon, c'est rétrospectif bien sûr, que si François Fillon avait davantage attaqué Marine Le Pen, il aurait peut-être fait le petit gap qui lui aurait permis de passer au deuxième et non pas... Il a vraiment fait la même stratégie que pendant les débats de la primaire. En retrait, très neutre, très... voilà. Bon,
On n'a pas vu, mais Marine Le Pen a tout de même attaqué d'une façon assez frontale M. Macron, notamment en le traitant de monsieur le représentant de la finance. Elle l'a fait d'une façon un peu détournée. C'était pas si frontal que ça. Souvenez-vous de ce moment assez drôle où il dit « c'est encore pour moi », parce qu'il sentait que la question tournait autour. Et c'est peut-être ça quelque chose qu'on risque d'avoir à nouveau ce soir, parce qu'on voit bien que la thématique de la finance va être au centre du débat ce soir. Et là où elle avait été bonne, franchement, c'est quand il y avait un tunnel de Macron assez imbitable, disons la vérité. Même nous, on avait du mal à s'accrocher. Et là, elle dit ça fait 7 minutes que je vous écoute, je n'ai rien compris. Bon, sur ce genre de sujet, montrant qu'elle est la candidate du peuple face aux technocrates, elle peut peut-être installer quelques coins. Voilà. Bon, Hugues Dago, le QG de Marine Le Pen, Faubourg Saint-Honoré. Hugues, il y a eu discussion sur les plans de coupe qu'ont réclamé les supporters de Marine Le Pen dans la réalisation ce soir. Oui, effectivement, c'était un petit peu la mini-polémique du jour, ces fameux plans de coupe. Aujourd'hui, on a vu à quel point les candidats en faisaient aussi un enjeu de campagne dans cet entre-deux tours. Jusqu'à ce matin, je peux vous dire que dans l'équipe de campagne de Marine Le Pen, c'était tout simplement hors de question de céder sur ce point à Emmanuel Macron, puisqu'on considérait que les plans de coupe sont une forme de diversion, détournent du message de la personne qui est en train de s'exprimer. On m'a même dit que pendant un débat d'entre-deux tours, c'est une affaire sérieuse et qu'à ce titre, on ne doit pas la concevoir comme un objet d'abord télévisuel. On n'est pas, je cite, au music hall. Donc finalement, vous l'avez bien vu, le Front National a fini par céder, mais me dit-on parce qu'il ne fallait pas en arriver à une extrémité, à savoir l'annulation pure et simple de ce débat. Mais je peux vous dire qu'au Front National, si on a accepté, on a été particulièrement agacé par cet épisode, puisqu'on considère même, je cite, que Emmanuel Macron a tout simplement fait preuve d'un caprice de communication. Voilà, c'est la preuve, une de plus, que dans une élection présidentielle, finalement, on ferraille à tous les niveaux, y compris celui-ci. Il est 20h45, c'est à 21h que commencera ce débat Loïc Signor à la Plaine Saint-Denis. Est-ce que vous avez croisé des personnalités qui ont accompagné ce soir Marine Le Pen et Emmanuel Macron, Loïc Signor ? Eh bien, pour entourer la candidate du Front National, il y a Sébastien Chenu qui gère justement ses apparitions dans les médias, un ancien transfuge de l'UMP. Pour Emmanuel Macron, il y a ses 3 plus proches collaborateurs, 2 anciens députés du Parti Socialiste, Richard Ferrand, Christophe Castaner, et un membre de la société civile qui compte beaucoup dans l'entourage d'Emmanuel Macron. Il s'agit de Benjamin Griveaux. Aux côtés de Marine Le Pen, il y a aussi, j'ai oublié de vous le dire, David Racheline, son directeur de campagne. En revanche, on n'a pas aperçu, je ne sais pas s'il est là, Florian Philippot, le numéro 2 du Front National. En tout cas, ce sont ces équipes, ces gardes rapprochés qui ont négocié dès le lendemain du premier tour, dès qu'on a su en fait les résultats, que Marine Le Pen et Emmanuel Macron allaient s'affronter jusqu'à très tôt ce matin. Hugues le disait, avec ces fameux plans de coupe, l'entourage d'Emmanuel Macron a insisté pour obtenir gain de cause. Un caprice selon Marine Le Pen, un enjeu de modernité selon l'entourage d'Emmanuel Macron. Les 2 candidats sont actuellement dans leur loge et vont bientôt pénétrer dans cette arène pour ce match qui va les opposer. Cet enjeu crucial que représente évidemment ce débat pour ces novices dans cet exercice, car aucun des 2 n'a participé évidemment dans leur histoire politique à un tel exercice démocratique, ce débat d'entre-deux tours pour l'élection présidentielle. Et Marine Le Pen était arrivée la première. Nous allons réécouter les 2 candidats, mais tout d'abord la candidate soutenue par le Front National. Tant qu'il soit utile pour les Français et qu'il démontre que M. Macron et moi-même avons 2 visions radicalement différentes, soit la continuité de la politique de François Hollande pour lui, soit le changement que je représente. Emmanuel Macron, lui, est arrivé une demi-heure, 40 minutes après. Vous remarquez que les 2 candidats sont arrivés avec leurs conjoints. Louis Alliot est moins présent dans la campagne électorale que ne l'est Brigitte, l'épouse de Emmanuel Macron. C'était le cas en 2012. Il y avait Valérie Trierweiler et Carla Bruni. Et donc Emmanuel Macron, quelques minutes après qu'il soit descendu de la voiture. Un moment de clarification qui va me permettre, je l'espère, d'expliquer en détail le projet que je porte dans tout ce qui n'a pas parfois été entendu ou ce qui doit être encore clarifié, puis pouvoir aussi démontrer que le projet de Mme Le Pen n'est pas de nature à répondre aux défis du pays. Il y a un favori pour le scrutin de dimanche prochain, c'est Emmanuel Macron. Il y a une outsider, c'est Marine Le Pen. A priori, avantage à l'outsider, c'est l'analyse d'Alain Duhamel.
Je crois que ce qu'il faut déjà avoir à l'esprit, c'est que c'est toujours plus difficile pour le favori que pour le challenger. Comme pour l'instant, c'est Emmanuel Macron qui, dans les sondages, est donné vainqueur, c'est donc plus difficile pour Emmanuel Macron que pour Marine Le Pen. Ensuite, je pense que Marine Le Pen est beaucoup plus expérimentée, qu'elle est beaucoup plus belliqueuse. On le voit très bien d'ailleurs depuis le début de la campagne, en particulier de l'entre-deux tours. Marine Le Pen est en permanence à l'assaut, alors que Emmanuel Macron recherche le rassemblement, l'apaisement, la tolérance, presque la sympathie. Son rôle est plus difficile. Oui. Bon, est-ce que vous partagez d'abord cet avis que le favori, dans ces cas-là, c'est plus compliqué parce qu'il sait qu'il a gagné, donc il a juste à attendre peut-être et il ne faut pas qu'il prenne de risques. C'est un peu ce qui arrive à Emmanuel Macron depuis maintenant à peu près 2 mois. Il a peur de la faute de quart. Il a peur de dire la petite bêtise. Il en a dit une ou deux. Et depuis... sur les rapatriés, sur la culture peut-être. Sur la culture, voilà. Bon, c'est pas qui était beaucoup, une phrase sortie peut-être de son contexte, sur laquelle il s'est expliqué. Sur la colonisation et sur la culture. Bon. Donc, évidemment, c'est plus difficile quand on fait la course en tête. Mais en même temps, c'est plus facile. Hein. Il a quand même son socle de 60% de gens qui apparemment veulent voter pour lui. En même temps, quand il y a eu la semaine dernière cet affrontement à Amiens, dans la ville natale d'Emmanuel Macron, autour du site de l'usine de Whirlpool, l'usine qui va délocaliser en Pologne en laissant 290 salariés sur le carreau, il y a eu cette espèce de guerre éclair. Marine Le Pen est arrivée avant lui alors qu'il était à la préfecture en rencontrant l'intersyndicale. Il a eu du courage, il est allé sur le terrain pendant 1h30, il s'est confronté dans une discussion houleuse et très musclée avec les salariés. Là, il y a eu une prise. Et il a gagné des points. Parce que là, il aurait pu à nouveau faire une erreur, comme il l'avait fait avec le costard, on se rappelle. Oui. Pour se payer un costard, tu n'as qu'à travailler. Là, il a pris ce risque-là et, à mon avis... Alors qu'il avait perdu la première manche du matin, il est revenu... alors qu'elle était sur un parking avec les salariés. Et donc, il a bien su faire comme les champions de sumo, de faire le retournement de situation. Il était revenu dans la campagne parce que c'était au lendemain de la rotonde, qui n'était pas forcément une séquence réussie. Et cet élément l'a remis dans la campagne parce qu'il était au cœur de la problématique de ceux qui votent ou pas pour lui. Alors je pense que la rotonde a eu nettement moins d'impact dans le rolling sur les sujets de conversation des Français. C'est arrivé très loin que son discours de dimanche dernier, du premier tour, qui apparaissait quand on l'écoute, quand on le compare à celui de Jacques Chirac le 21 avril 2002, un discours extrêmement dramatisant. Là, on avait l'impression qu'il fêtait déjà sa victoire, ce qui n'a peut-être pas plu aux Français. C'est plutôt sur cette impression de victoire acquise d'avance qui avait peut-être déplu un petit peu, agacé plus que cette histoire de la rotonde, même si la présence de People, ça peut réactiver l'image d'Emmanuel Macron avec la France d'en haut, Emmanuel Macron avec les élites. C'est justement ce débat, cette ligne de clivage, loin du clivage gauche-droite, qui est absent de ce second tour, que va chercher à installer Marine Le Pen. Absent du second tour, le clivage droite-gauche. Certains voudraient quand même le voir et désignent parfois Emmanuel Macron comme un candidat de gauche et pour le coup Marine Le Pen comme une candidate d'extrême droite. Mais quand on regarde le programme de Marine Le Pen ressemble aussi pas mal à un programme de gauche tout de même. Donc vous voyez, les repères sont vraiment assez bousculés là-dessus. Donc encore une fois, totalement inédit parce qu'on ne pourra pas s'envoyer. Le principal reproche que va faire Mme Le Pen à M. Macron, c'est d'être représentant de la finance, non pas représentant du Parti socialiste. Quelle stratégie, on l'imagine, 12 thèmes abordés. Quel est, à votre avis, le thème ce soir que les Français veulent voir développer en priorité, Patrick? Le chômage, l'emploi, l'économie, obligatoirement. C'est le cœur du réacteur. L'économie et donc le social. Le terrorisme, quand même, qui s'est invité en fin de campagne, et c'est une dimension sur laquelle la crédibilité de Marine Le Pen est nettement plus forte que celle d'Emmanuel Macron. Et alors, évidemment, il y a la question de l'euro, la sortie de l'euro, parce que ça, c'est quand même relativement nouveau. C'est dans l'entre-deux tours, avec le ralliement de Nicolas Dupont-Aignan. On ne comprend plus trop ce qui va se passer réellement, et là, on va l'attendre là-dessus. Je pense qu'Emmanuel Macron va aller la chercher là-dessus, tout à fait, parce que c'est vrai que la position n'est pas claire. D'autant qu'il est plus à l'aise, évidemment, sur le terrain. Avec quasiment une interdiction pour les journalistes de se mêler à cette conversation, de relancer, non, de il n'y a pas d'interdiction. En tout cas, il y a une forme de neutralité. Possibles. Moi, j'ai le sentiment que dans ce type de débat, le journaliste, et je peux le regretter d'ailleurs par rapport à la télé américaine, par rapport aux élections américaines, est un peu plus en retrait que dans les débats que vous avez animés récemment. Oui, effectivement. Mais moi, je pense qu'effectivement, le but, c'est de laisser encore une fois le débat se dérouler, veiller au bon équilibre du temps de parole.
faire quelques relances qui peuvent arriver à des anaphores, ça peut aussi arriver, mais on n'est pas là pour faire une interview, c'est très clair. On n'est pas là pour les oui, mais pour préciser les choses, par exemple sur l'euro, Laurence, quand même, c'est vrai que s'ils disent une bêtise, ça nous est difficile d'intervenir. Vous savez ce qu'on appelle aujourd'hui le fact-checking, c'est-à-dire le contrôle des faits. Là, je me souviens très bien, on a vu passer avec Arlette 2 balles comme ça en à peine 30 secondes sur le nombre de sous-marins nucléaires et 2 bêtises commises et par Nicolas Sarkozy et par Ségolène Royal. Ça nous était assez difficile. On s'est regardé et ça nous était assez difficile de dire là, vous êtes en train de dire une connerie. Bon. Parce que la pression de ce moment, la pression, la c'est pas ça, mais surtout pas donner l'impression qu'on soutenir l'un ou l'autre, qu'on soutient l'un ou l'autre. Et d'ailleurs, je me souviens qu'à la sortie, Ségolène Royal m'avait reproché justement de n'être regardée que par Nicolas Sarkozy. Mais c'est parce qu'elle ne le regardait pas, vous voyez, de ce genre de... Alors, quelque chose d'extrêmement intéressant, qui n'existera peut-être pas ce soir, parce qu'il y a des plans de coupe. Dans les débats que vous avez animés, ils ne se regardaient pas, les candidats? Alors, il y avait un réalisateur conseil, bon, je peux le dire maintenant, mais c'était Philippe Lallemand. C'était d'ailleurs mon réalisateur, j'aime beaucoup. Et il avait conseillé à un moment donné à Ségolène Royal de ne pas regarder vraiment Nicolas Sarkozy, mais de regarder la caméra. Vous savez qu'il y en a 14 ce soir. La caméra qui se trouve à côté. Ce qui fait que, voilà, je vous regarde, Pascal Praud, et là, en fait, je vous regarde comme ça. C'est extrêmement agaçant pour l'interlocuteur. Et donc, à ce moment-là, quand vous n'êtes pas regardé, vous essayez d'intervenir par tous les moyens, et ça peut vous sortir un petit peu de vos gonds. Alors, ce soir, comme il y a des plans de coupe, ça ne sera pas le cas, mais pas entre Hollande et Sarkozy. Ils se regardaient. Ils se sont regardés immédiatement. Ils se sont assis juste avant le générique. Ils se sont parlé, ils ont échangé, ils ont serré la main. Ils se sont serré la main à la sortie également. Et ils se sont regardés tout le long. Pratiquement tout le long, ça a été les yeux dans les yeux. Et ils se sont assez peu appuyés sur nous. Parce que c'est vrai que quand un candidat est en difficulté, il a tendance à s'appuyer sur les journalistes, dans le regard, voilà, pour dire voilà. Et là, ça s'est vraiment fait entre deux. Oui, c'est Alain Duhamel qui racontait effectivement que Giscard, en 81, sur la sortie de Mitterrand, il lève les yeux au ciel et il va chercher le soutien de Alain Duhamel, mais évidemment qui ne pouvait pas intervenir. Bon, petit tour à l'extérieur avec nos envoyés spéciaux Anthony Favali au QG de Emmanuel Macron. C'est un loft près du Louvre, dans le 1er arrondissement, Anthony. Et oui, absolument. Et là, quelques centaines de personnes ont déjà pu rentrer. On continue à faire rentrer des gens, mais le bar, je peux vous le dire, est déjà quasiment plein. Pour vous décrire un petit peu l'atmosphère ici, on sent que la tension est palpable. Et surtout pour vous parler de cette décoration qui n'est pas tout à fait anodine. On a une atmosphère très tamisée. 2 écrans géants qui servent à retransmettre le débat. Et puis surtout, sur les tables, partout, sur toutes les tables, des drapeaux français. Et au sol, ce qui jonche le sol à peu près partout également, ce sont des petits ballons aux couleurs du drapeau de l'Union européenne. C'est peut-être là un symbole du clivage de ce deuxième tour de l'élection présidentielle. Peut-être là aussi un message que l'on passe. Patriotisme et Europe n'est pas forcément contradictoire pour Emmanuel Macron. Alors ici, on aura bien sûr des porte-paroles du mouvement En Marche tout au long de la soirée. On aura des personnalités qui incarnent ce mouvement également. Un community manager qui sera présent auprès des militants pour les inciter à retweeter les éléments programmatiques d'Emmanuel Macron, retweeter ses attaques envers Marine Le Pen. Leur état d'esprit, ce que je peux vous dire, c'est qu'ils sont plutôt confiants dans les capacités de conviction d'Emmanuel Macron qui ne sont plus approuvées. Ils sont surtout très mobilisés parce que c'est, selon eux, un des moments les plus importants de cette campagne de second tour de l'élection présidentielle, puisqu'il faut convaincre les indécis, convaincre les abstentionnistes. C'est ça qui va se jouer ce soir et c'est pour ça que tout le monde est là pour soutenir ici Emmanuel Macron et retweeter tout au long de la soirée, puisque la présence pour les macronistes ici, la présence sur les réseaux sociaux est très très importante. Là, on appelle ça le warm-up. On est dans en football, on est dans le couloir du vestiaire. Imaginez la tension qu'ils ont. Les 57, ils sont sur le plateau, tous les deux. Les 2 présentateurs sont là. Il y a 14 caméras. Il fait un froid polaire, accessoirement. Non, 19,5 là. Tout ça a été contrôlé ce soir. J'apprends qu'il fait un froid polaire. Quand on reste 3 heures sans bouger. Mais pour qu'on ne les voit pas suer et transpirer. À 19 degrés, voilà, c'est très très important. Et là, imaginez la pression, encore une fois, que eux ressentent. Ce générique qui va démarrer, les premières prises de parole. Je crois que c'est Marine Le Pen qui ouvre le débat.
Imaginez un joueur de foot, encore une fois, il y a le long couloir sombre et puis après, on arrive dans le stade. Je crois que là, vraiment, il faut se mettre un peu dans leur tête. Et encore dans le stade, il y a du bruit. Alors que là, il y a zéro bruit, puisqu'il y aura zéro public. Le silence est absolu, et notamment pour les journalistes, ça doit être le moment le plus long, parce qu'effectivement, il n'y a pas de possibilité de faire un signe de sympathie à l'un ou à l'autre. L'atmosphère, là, tout de suite, doit être assez glaciale. Bon, bah écoutez, on va attendre. De toute façon, vous êtes tous d'accord pour dire que ça n'aura pas d'influence sur l'élection, sur le scrutin. Mais ça va être. Il faut regarder. Bien, mais évidemment qu'il va regarder. Nous allons regarder. En tout cas, pour l'instant, Pascal, c'est toujours 0-0 entre Monaco et la Juventus. Écoutez, je ne sais pas si ce soir il y aura 0-0 entre les deux. Ou 60-40. Il y aura peut-être match nul. Généralement, il y a match nul dans ces débats-là. Les intentions de vote. On va rappeler avec vous les intentions de vote, 60-40. C'est avant un débat, l'écart le plus important, puisque entre Chirac et Le Pen en 2002, il n'y avait pas eu de débat. Le refus de Jacques Chirac, pas de compromission, pas de dialogue, pas de débat avec l'extrémisme. C'était son discours du 21 avril. D'ailleurs, ça n'a pas été remis en cause durant ces 15 jours. Personne n'a... C'est intéressant d'ailleurs, en 2002. Ça montre beaucoup la dédiabolisation du Front National. C'est incontestable. Et d'ailleurs, quand on passe de